Chers amis de l'Aide des enseignants, bonjour et bonsoir, selon l'heure que vous nous recevez chez vous. C'est un grand plaisir pour nous de venir encore devant vos petits écrans pour vous parler, pour vous donner des informations, pour vous aider et surtout pour mettre devant vous la boussole du migrant. La boussole du migrant, c'est votre émission juridique qui concerne l'immigration aux États-Unis. Et comme on vous a toujours dit, comme nous l'avions toujours répété, et cessez de le dire, que nous invitons toujours un expert, un spécialiste à la matière, un chevronné en immigration, quelqu'un qui est reconnu aux États-Unis, qui a étudié aux États-Unis, qui plaide pour les réfugiés, ceux qui cherchent l'asile. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de réfugiés, nous n'allons pas parler de l'asile, nous allons parler du mariage. Quel est le processus? Comment se passe le processus du début jusqu'à la fin lorsque quelqu'un s'est marié avec un citoyen américain? Lorsque quelqu'un est au pays ou en Afrique, en Asie, en Europe, se marie ou est fiancé par un citoyen américain ou une citoyenne américaine. Ce n'est pas seulement les hommes qui marient les femmes, mais aussi il y a des femmes américaines qui vont chercher leur mari ou qui trouvent leur mari en dehors des États-Unis. Alors, au cours de cette émission, nous allons parler de ça et nous allons poser toutes les questions possibles avec Maître Guy Titea qui sera là avec nous et nous allons lui poser toutes les sortes de questions que nous avons. Et si vous avez une question pendant que l'émission est en train de passer, n'oubliez pas de nous contacter parce que les numéros sont en train de passer au bas de l'écran pour que vous puissiez être en direct ou en communion avec l'expert. Sans plus tarder, je vais saluer mon invité, Maître Guy. Bonsoir. Bonsoir, Papa Jules, ravi d'être avec vous. Maître, bonsoir et bienvenue encore une fois de plus à l'Aide des enseignants, cathédrale de Dallas. Et nous ne cesserons de vous remercier parce que vous aidez beaucoup de nos frères, de nos sœurs qui avaient des difficultés par le passé ou trouver un avocat, comment se présenter devant le juge en cas d'interview. Aujourd'hui, vous aviez pris la charge de venir expliquer, de venir aider nos frères et nos sœurs dans cette émission. Pour ne pas user de votre temps, Maître Guy, aujourd'hui nous allons parler, comme je l'ai annoncé, du mariage. Comment obtenir la résidence aux États-Unis par le mariage? Maître, pour clarifier le panorama juridique, pouvez-vous nous expliquer la différence fondamentale entre le visa K1 fiancé et le mariage direct à l'étranger, consular processing? Quels sont les critères de sélection pour choisir l'un plutôt que l'autre? Merci beaucoup pour la question, Papa Jules. La loi d'immigration américaine permet à tout citoyen ou toute citoyenne américaine de faire venir et de donner la green card, comme on dit, la résidence à son époux ou à son fiancé. Les deux processus sont différents. Je vais commencer par expliquer le processus de fiancé. Si vous êtes citoyen américain ou citoyenne américaine, vous avez le droit de vous fiancer et vous avez le droit de demander aux autorités américaines à ce que votre fiancé ou fiancé vous rejoigne aux États-Unis et sous certaines conditions. La première des conditions qui est vraiment importante, la loi d'immigration exige que vous ayez physiquement été en contact avec votre fiancé. Donc, c'est-à-dire que dans les 2 ans avant la demande, la pétition que vous allez faire auprès des autorités, vous devez prouver que vous avez rencontré physiquement cette personne. En dehors des États-Unis, évidemment, parce que la personne, vous demandez à ce que la personne vous rejoigne.
aux États-Unis. Donc, si la personne se trouve dans son pays d'origine, vous êtes obligé de voyager. Mais vous n'êtes pas obligé de vous rencontrer seulement dans le pays d'origine de votre fiancé. Vous pouvez vous rencontrer partout. Ce n'est pas nécessaire que ce soit dans son pays d'origine. La condition, c'est prouver que vous vous êtes rencontrés physiquement. Alors, la meilleure façon que nous faisons lorsque nous avons des dossiers comme cela, nous demandons des photos. Les photos sont de très bonnes preuves d'une rencontre. Vous démontrez par les photos que vous vous êtes rencontrés, vous êtes ensemble. Alors, le fiancé ou la fiancée qui est américaine qui se rend dans le pays étranger devra prouver aussi par son passeport, les visas, tous les billets d'avion qui prouvent que la personne a été effectivement à l'étranger rencontrer son fiancé ou sa fiancée. Ça, c'est une des premières conditions. La deuxième condition, qui est aussi importante, on va vous obliger à ce qu'une fois que la personne arrive sur place aux États-Unis, vous devez vous marier dans les 3 mois. Vous avez 90 jours pour vous marier. C'est vraiment absolu. Si vous dépassez les 90 jours, votre fiancé qui est entré sous un visa qu'on appelle K1 visa sera out of statute, c'est-à-dire qu'il risque de perdre son statut. Alors, donc, vous devez vous marier dans les 3 mois. Et une fois que vous êtes marié, vous êtes en droit de faire la demande de green card enfin, votre fiancé va faire sa demande de green card. Évidemment, pour faire sa demande de green card, il y a certaines conditions que vous devez prouver, à part le fait que vous devez avoir un certificat de mariage en décembre les 90 jours de sa présence aux États-Unis. Vous devez prouver que vous habitez ensemble. Et, par exemple, vous avez un contrat de bail où les deux noms se retrouvent dans le contrat. Et si vous pouvez à ce moment-là aussi démontrer que vous avez des biens ou des comptes en banque communs. Mais ça, c'est une chose. Une fois que la personne est sur place, bon, c'est une sorte de paperasse que vous pouvez facilement avoir et vous allez appliquer. Voilà. Pour la demande de mariage en tant que dans le mariage, donc la demande de green card à travers le mariage, effectivement, la personne doit se marier. Donc, si la personne se trouve à l'étranger, donc vous devez vous rendre à l'étranger et vous marier. Et la pétition qu'on utilise en ce moment-là est le formulaire I-130, qui est une pétition pour un relatif. Hein. Et dans ces cas, si nous parlons de mariage, donc c'est pour votre mari, puisque vous vous êtes marié à l'étranger. Donc, vous aurez besoin d'un acte de mariage. Et si vous pouvez aussi prouver que, à part l'acte de mariage, qu'il y a eu une relation depuis plusieurs mois et que vous êtes en contact et que ce mariage est de bonne foi. Oui, maître, excusez, alors que vous êtes en train de parler, je risque d'oublier. Vous veniez de dire qu'il faut que les deux amants se retrouvent ensemble et qu'ils puissent avoir des photos et consorts. Mais aujourd'hui, il y a le Photoshop, il y a beaucoup d'histoires qui se font à l'Internet où les gens fabriquent des événements, les gens fabriquent des documents. Et parfois aussi, il y a quelqu'un qui dit, bon, je suis ici aux États-Unis, je n'ai pas de moyens pour arriver là-bas. Est-ce que vous ne pouvez pas chercher une fille, une jolie fille là, que vous allez me présenter? Alors, comme je suis déjà américain, je peux seulement commencer à faire la pétition ici pour qu'elle vienne ici le plus tôt que possible, sans qu'il puisse aller là-bas. Est-ce que cela est possible et quelle est la conséquence dans des cas pareils? Papa Jules, je veux vous répondre que ça sera très difficile de ne pas se déplacer ou bien de ne pas se rencontrer physiquement. La question est celle-ci. C'est à vous de prouver que vous vous êtes rencontrés physiquement. Si vous ne donnez pas de preuves assez palpables ou convaincantes, votre demande sera rejetée. Donc, vous avez intérêt à dire la vérité et à effectivement démontrer. C'est vrai, vous avez raison. Comme dites, les photos peuvent être truquées. Il y a des Photoshop, comme vous dites.
Si vous ne prouvez, si dans votre dossier, dans votre demande, vous ne mettez que des photos, l'officier va douter et il va vous mettre, et il va vous envoyer ce qu'on appelle request for further evidence, où il vous demande, non, vous avez envoyé des photos, c'est vrai, mais je ne suis pas convaincu. Envoyez-moi d'autres preuves. Non, c'est à vous. Et donc, le poids de convaincre dans ce dossier reste sur vos épaules. Si vous ne donnez pas assez d'évidence, parce que, comme vous dites, vous avez raison, les photos à elles seules ne suffisent pas. Vous devez raisonner, trouver des preuves. Et la meilleure des preuves, c'est prouver que vous avez voyagé. Ça, c'est facile. Vous avez un passeport américain. Bon, si vous devez, par exemple, aller, prenons comme exemple, aller au Rwanda, vous aurez besoin d'un visa. Donc, vous allez envoyer au service d'immigration une copie de votre visa, comme quoi vous avez été au Rwanda. Vous allez montrer aussi que vous avez eu à acheter des billets. À ce jour et de nos jours, c'est facile, nous recevons des billets électroniques. Bon, vous démontrez que vous avez acheté un billet et que ce billet a été utilisé. Donc, à vous de donner le plus de preuves possibles et convaincants. Si vous si l'officier n'est pas convaincu, c'est à vos dépens et votre demande sera rejetée. Donc, les fraudes qui pouvaient exister auparavant, je ne crois pas que ça va marcher parce que c'est vrai, rien que les photos ne peuvent ne pas convaincre et vous avez intérêt à démontrer. Et ce que je demande toujours à mes clients, c'est les photos que vous devez prendre, ne vous contentez pas de photos à deux dans une chambre ou dans un appartement. Non, montrez les photos comme quoi vous êtes dans une ville. Si vous allez à Kigali, par exemple, montrez des photos où vous êtes à Kigali, au marché, en ville, et qu'on sente à travers vos photos que effectivement vous avez été dans ce pays-là, que votre épouse ou votre fiancé à ce moment-là est à vos côtés. Oui, maître, toujours dans ce cadre-là, là nous avions parlé de quelqu'un qui est ici, qui aime ou qui fiance quelqu'un qui est à l'étranger. Ça, c'est ce que vous venez de dire. Bon, si quelqu'un vient d'arriver, comme vous aviez dit autrefois, chercher à vous marier avec les Américains consorts, vous venez d'arriver et la première proposition qu'on vous demande, non, cherche à avoir un Américain ou une Américaine ici pour que le dossier aille le plus vite que possible. Combien de temps doit-on observer avant de s'engager à un tel mariage? Et comment on peut avoir, parce que parfois tu n'as pas de documents, on va vous demander, comme vous le disiez maintenant, il faut des comptes en banque, il faut des photos. Vous venez d'arriver, vous n'avez pas encore, vous ne connaissez même pas la ville, vous n'avez même pas le permis de conduire, on vous demande de vous marier avec un Américain. Comment cela peut se faire? Et c'est encourageant ou décourageant pour ceux qui le font? Merci, Papa Jules, pour la question. Je voudrais clarifier une chose que vous venez de dire. C'est vrai que la dernière fois, lors de notre dernière émission, j'ai parlé d'un moyen d'avoir des documents ici, d'avoir la résidence, c'est par le mariage. Mais j'ai bien précisé que pour le mariage, c'est bien, c'est un moyen. Et si vous êtes aux États-Unis, vous êtes venu avec un visa touriste, j'ai demandé à ce que vous tombiez d'abord amoureux. Parce que le mariage doit être vrai. Donc, nous ne sommes pas ici pour encourager ou donner des idées sur des faux mariages, parce que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Nous demandons à nos célibataires, nous leur expliquons qu'il y a possibilité. Lorsque vous tombez amoureux et que vous mariez à un citoyen américain ou une citoyenne américaine, vous pouvez avoir votre résidence. Donc, la première étape, c'est tomber amoureux ou amoureuse et décider de rester. Le scénario est celui-ci. Vous venez en tourisme aux États-Unis. Donc, lorsque vous avez obtenu votre visa, vous n'aviez pas l'intention de rester aux États-Unis. Donc, l'intention était de passer passer du beau temps aux États-Unis en tourisme. Admettons que vous entrez aux États-Unis et qu'on vous donne 6 mois de stay, comme on dit, vous pouvez rester pendant 6 mois aux États-Unis lors de votre visite. C'est qu'il y a une bonne chose. Mais
vous êtes un être humain, donc vous êtes célibataire. Pendant les 6 mois, pendant que vous faites du tourisme, vous pouvez rencontrer une dame ou un homme et vous tombez amoureux. Cette personne vous fait changer votre plan de départ. Donc, je reprends. Votre plan de départ était de passer quelques mois de tourisme et de rentrer chez vous. Parce que ce que vous aviez dit à l'ambassade, et c'est sur base de ces déclarations qu'on vous a donné le visa. C'était un visa de tourisme. Donc vous deviez avoir cette intention lorsque vous êtes entré. C'est vraiment important parce que il ne faut pas faire ce qu'on appelle de mauvaise représentation, surtout lorsqu'on demande un visa pour le tourisme et alors qu'on a derrière la tête l'intention de rester. Il ne faut pas faire ça. Lorsque vous demandez un visa de tourisme, vous avez cette intention-là, il faut pouvoir démontrer plus tard que lorsque vous êtes entré aux États-Unis, c'était pour du tourisme, comme vous aviez déclaré, c'est ce que vous aviez dit et c'est ce qui a permis à ce qu'on vous donne votre visa. Une fois que vous êtes aux États-Unis, en tant qu'être humain, vous avez le droit de tomber amoureux ou amoureuse et de changer d'avis et de décider de vous marier. C'est votre droit. Le premier conseil que je donnerai dans un tel scénario, je déconseille le mariage dans les semaines qui suivent votre entrée. Parce que si vous mariez, admettons, une semaine, un mois, à peine entré aux États-Unis, les services d'immigration sont en droit de suspecter que vous connaissiez votre fiancé ou votre dame ou votre monsieur avant. Donc vous aviez l'intention de rester lorsque vous avez fait la demande de visa. Ce qui n'est pas bien. Parce que votre demande peut être rejetée si vous ne parvenez pas à prouver que vous n'aviez pas cette intention et que vous aviez plutôt l'intention de passer du beau temps, de faire du tourisme comme déclaré dans votre demande, dans votre application de visa, mais qu'il se fait heureusement pour vous, vous tombez amoureux et vous avez maintenant, vous vous fiancez et vous vous mariez. Les conseils que je donne, c'est d'attendre au moins 90 jours. Nous appelons ça dans notre jargon d'avocat en immigration ici, la règle de 90 jours. Parce qu'on estime que d'une façon raisonnable, on peut changer d'avis après 90 jours. Donc, si, admettons que vous entrez une semaine après votre entrée aux États-Unis, vous rencontrez votre homme de rêve, votre prince charmant ou votre princesse charmante, qui vous fait changer d'avis et vous voulez rester aux États-Unis. Je vous conseille d'attendre au moins 90 jours pour pouvoir vous marier. Ne vous mariez pas avant. Parce que si vous vous mariez avant, les officiers d'immigration ont été entraînés pour suspecter que vous avez menti dans votre application de visa. Dans le sens que vous aviez déjà l'intention d'entrer aux États-Unis et vous marier et de rester. Alors que vous êtes entré, vous aviez déclaré dans votre demande de visa que votre intention de visiter les États-Unis était uniquement pour le tourisme. Donc faites attention. Mariez-vous après 90 jours. J'espère que vous avez compris. Ok, faites attention. Mariez-vous après 90 jours. Maître, d'abord, quelles sont les causes que l'officier peut encore détecter? Parce que vous parlez, quand vous vous présentez après 90 jours, avant 90 jours, ou le problème de... Je vois là, il y a le problème d'âge. Qu'est-ce que cela veut dire? Le problème d'âge dans le mariage. Ok, je vais expliciter ce que ça veut dire, le problème d'âge. Le problème d'âge, l'écart d'âge plutôt, entre les époux est un signe qui pousse l'officier à suspecter un mariage frauduleux. Vous devez comprendre que les services d'immigration, les officiers sont entraînés à investiguer, à s'assurer que lorsqu'il y a mariage entre un citoyen ou une citoyenne américaine et une personne étrangère, c'est un mariage par intérêt et que c'est un mariage frauduleux. Le citoyen américain ou la citoyenne américaine a reçu de l'argent en échange de ce mariage et que c'est pour seulement que cette personne étrangère puisse obtenir ses documents, comme on dit, sa green card. Donc, ils doivent être convaincus que c'est un vrai mariage. Mais c'est à vous de convaincre.
c'est à vous de trouver toutes les preuves possibles et prouver que vous avez une relation, comme on dit, bona fide, c'est-à-dire une relation de bonne foi, que tous les deux, vous vous aimez et que, voilà, vous avez décidé de vivre ensemble, ce qu'on ne peut pas vous refuser. Mais seulement, lorsqu'il y a un mariage où il y a un écart d'âge flagrant entre les époux, lorsque, par exemple, l'homme a 10, 15 ans, il y a suspicion. Mais vous pouvez, comme on dit, overcome cette suspicion, c'est-à-dire que vous pouvez convaincre. Mais on aura besoin de ce qu'on dit clear, de preuves claires et convaincantes. Le fait qu'il y a un écart d'âge entre vous pousse à la suspicion et soyez assurés que dans un cas comme celui-là, il y aura interview, absolument. Et sous Biden, lorsque le mariage était fait entre deux jeunes personnes où il n'y avait pas d'écart d'âge, bon, toutes les preuves étaient là, ce qu'on appelle des preuves basiques. Parfois, il n'y avait pas, et souvent, il n'y avait pas des interviews. Vous receviez, vous envoyez votre demande de green card et quelques temps après, vous recevez votre demande de green card par la poste. Mais aujourd'hui, sous Trump, sachez que toutes les demandes de green card par le mariage doivent être investiguées. Donc, soyez assurés que vous aurez une interview et lors de l'interview, vous aurez, si vous n'avez pas de chance, ce qu'on appelle stock interview où on vous sépare. Donc, on vous sépare, la dame ou le monsieur dans une pièce et vous dans une autre pièce. Et on vous pose des questions. On peut vous poser des questions similaires et on attend de vous que les réponses soient identiques. Si les réponses ne sont pas identiques, malheureusement, on peut et vous avez la malchance alors à ce qu'on puisse deny ou refuser votre application. Je vais donner un petit exemple de questions qui peuvent être posées. Vous vous présentez à l'interview, l'officier vous pose la question, par exemple, bon, qu'est-ce que vous avez pris, qu'est-ce que vous avez fait ce matin, hein? Quelle est la première chose que vous avez fait ce matin? Bon, ça peut être vous vous levez du lit, vous êtes allé vous brosser les dents. On pose la même question à votre époux ou à votre épouse. On lui pose la question, qu'est-ce que votre époux a fait la première chose en se levant? Si votre époux répond, oh non, lorsqu'il s'est levé, il a d'abord pris son téléphone, il a appelé son frère ou sa mère, tout ça. Ça, c'est deux réponses différentes. Alors, je vous assure que des petites questions comme ça peut arriver que vous oubliez, mais vous devez vous préparer. Là, je vais donner un conseil. Sous l'administration Trump, je conseille à tous les candidats, à toutes les personnes qui cherchent à avoir les documents, la résidence par le mariage, à trouver un avocat pour que cet avocat puisse bien vous préparer à ces interviews. Parce que, bon, ils vont vous poser des dizaines de questions, des petites questions, parce qu'ils vont chercher à s'assurer à 100%, je dirais même à 120% que c'est un vrai mariage. Ils vont vous piéger. Il y a des personnes qui sont réellement bien mariées, je connais des cas, des personnes qui étaient bien, mais dont leurs demandes ont été rejetées parce que, pour des raisons inexplicables, ils n'ont pas pu répondre à 100% aux mêmes questions, ils n'ont pas donné les mêmes réponses. C'est pour ça que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un pour vous préparer, pour vous coacher, comme on dit, et vous aurez certainement besoin de la présence de cette personne lors de l'interview. Parce que sans avocat, parfois les officiers d'immigration se permettent des questions qu'ils ne devraient pas poser. Parfois des questions un peu trop intimes, alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Alors, pour revenir aux éléments qui parfois poussent, pas parfois, qui certainement poussent les officiers à suspecter la fraude dans un mariage, nous avons déjà relevé l'écart d'âge entre les époux. Ça, il faut faire attention. Et je parlais de l'écart d'âge entre un homme et une femme, mais ce qui est souvent aussi très flagrant, c'est l'écart d'âge entre la femme plus âgée et l'homme plus jeune. Ils n'aiment pas beaucoup ça. Faites attention. Et à part
l'écart d'âge, il y a plusieurs éléments. Hein, il y a plusieurs éléments. Je vais vous les lire. Là. Il y a, par exemple, une grande différence d'origine, des cultures. Ou bien lorsque vous ne parlez pas la même langue. Il y a des immigrants ou des migrants qui arrivent ici, ils ne parlaient pas l'anglais, mais ils épousent une Américaine ou un Américain. Il y a un problème de culture entre les deux personnes. Il y a un problème de langue. Bon, c'est vrai. On peut tomber amoureux d'une personne dont on ne parle pas la langue. Mais faites attention. Ce sont des éléments de suspicion et l'officier, une fois qu'il relève ça, il va diguer et il va... Vous pouvez être réellement marié, hein, très bien marié, mais ils vont pousser plus loin profondément leurs investigations. Ils vont vous rendre visite à la maison pour s'assurer. Et lorsqu'ils viennent à la maison chez vous, ils s'autorisent à parler aux voisins, poser des questions, s'assurer qu'effectivement vous habitez ensemble, qu'on vous voit sortir ensemble, qu'on vous voit aller faire les achats, les courses ensemble. S'il n'y a pas tous ces éléments-là, ils vont suspecter que c'est un faux mariage et ils vont deny, ils vont refuser votre demande de green card. Et il y a aussi les mariages qui sont parfois arrangés entre amis. Ils vont poser toutes ces questions pour savoir comment vous vous connaissez. Ça, c'est une question, l'une des questions primaires qu'ils posent lors de l'interview. Comment vous vous êtes rencontrés? Qui a proposé à l'autre le premier? Où êtes-vous allé lors de votre first date, comme on dit, la première fois que vous êtes sortis ensemble? Êtes-vous allé au restaurant, au cinéma? Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces questions intrusives vous seront posées et vous devez vous préparer pour ne pas être surpris. Oui, maître, vraiment, nous sommes en train de suivre vraiment avec beaucoup d'attention et ça commence à me faire peur. Peur pourquoi? Il y a beaucoup de petites choses qu'on ne nous dit pas. Moi, je suis ici aux États-Unis, je voudrais me marier. Quelqu'un, peut-être, il ne s'était pas marié par faute de moyens et il a eu la chance d'arriver aux États-Unis. Il a fait tout ce qu'il a fait comme processus. Il est devenu américain. La plupart de nos confrères disent que moi, je ne peux pas marier une femme des États-Unis. Elles connaissent tout, elle va te compliquer, tout ça. Je dois prendre une femme qui vient du Congo, par exemple. Bon, maître, cette femme fiancée-là, elle n'est pas dans ta maison, dans les factures, elle n'est pas là. Mais quand vous évoquez qu'on doit voir les choses de commodité, la vie ensemble, est-ce que ce n'est pas encore compliqué la situation et empêcher les gens de se marier? Papa Jules, c'est vrai, il faut que toutes ces évidences existent. C'est pour ça que je conseille aux nouveaux mariés de prendre le temps de rassembler ces preuves-là. Il y a toute une liste. Lorsque une personne se présente à mon bureau, et dans le cadre du mariage, je lui remets une liste. Et à eux de voir quels sont les éléments qui peuvent rassembler. C'est vrai, il y a des cas où nous avons des clients où vous arrivez, vous êtes marié, et malheureusement, le fait que vous n'ayez pas de papier, on ne sait pas, le landlord, c'est-à-dire que l'appartement où habite votre mari, le manager là-bas refuse de vous mettre sur le lease. D'accord. Il refuse de vous mettre sur le lease tout simplement parce que vous n'avez pas un social sécurité. Mais vous pouvez obtenir du manager du complexe une lettre attestant que vous habitez là. Essayez d'obtenir cette lettre. Si vous ne l'avez pas, vous pourrez donner une explication à l'officier. Tant que vous avez essayé, vous ne l'avez pas obtenu. Ça, c'est une des preuves. Vous allez à la banque, on refuse de vous associer au compte bancaire de votre mari. Ça peut arriver. On le refuse parce que vous n'avez pas de social sécurité. Ça va. Mais il y a d'autres preuves que vous pouvez présenter. Par exemple, si votre mari travaille, votre mari peut
demander à ce que vous soyez ce qu'on appelle emergency contact à son travail. Votre mari peut, par exemple, obtenir une assurance médicale à votre nom. Si vous conduisez, par exemple, vous pouvez être associé sur l'assurance de la voiture, par exemple. Donc, il y a des assurances que vous pouvez obtenir ensemble. Même si vous n'avez pas de papiers, mais ces assurances-là, vous pouvez les obtenir. Tant que vous démontrez que vous habitez ensemble, à la limite, si vous avez peu de preuves de tierces personnes, vous pouvez présenter des preuves de ce qu'on appelle des témoignages. Des témoignages, par exemple, de chefs religieux, des témoignages de membres de famille. Ils vont témoigner, ils vont faire ce qu'on appelle des affidavits, où ils témoignent comme quoi que vous êtes mariés et que vous vivez ensemble. Lorsqu'on n'a pas de preuves comme les banques, le livre, je conseille toujours alors d'avoir des preuves comme les photos qui démontrent que vous avez une vie d'ensemble. Les meilleures photos que j'ai toujours appréciées, ce sont des photos où on vous voit en famille. Pas de photos limitées à vos deux personnes, mais des photos qui démontrent que dans la communauté, vous êtes ensemble. Parce que le mariage, par définition, c'est la présentation vis-à-vis des autres que vous vivez ensemble. Donc, on vous démontre par des photos que vous êtes ensemble, que vous allez à des fêtes, vous allez à des rencontres communautaires et où vous êtes présentés comme des personnes qui sont mariées. Si vous êtes dans une église, par exemple, on vous voit ensemble devant le pasteur et toute l'assemblée. Par des photos, vous racontez votre histoire. J'adore. Personnellement, lorsque j'ai un dossier de mariage, j'envoie toujours entre 50 et 70 photos. Des photos qui racontent votre histoire d'amour, qui racontent votre parcours de vie ensemble. Donc c'est pour ça que je conseille toujours de prendre plusieurs mois pour construire un dossier. Ne vous précipitez pas, parce que vous n'avez qu'une seule chance, vous n'avez pas intérêt à bâcler votre demande. Vous voulez que lorsque l'officier reçoit votre demande, votre package, qu'il soit, comment dire, overwhelmed, comment dire en français, qu'il soit dépassé par toutes les preuves qui démontrent clairement que vous êtes un couple et que vous vivez ensemble. Et c'est un plus si, par exemple, vous avez un enfant ou l'épouse attend famille. Vous allez envoyer toutes ces preuves. Si elle n'attend pas famille ou si vous n'avez pas déjà un enfant ensemble, vous pouvez démontrer que votre épouse va à des cliniques de fertilité. Vous démontrez, parce que avoir des enfants, c'est une preuve convaincante d'un mariage de bonne foi. Oui, ce sont des preuves convaincantes de mariage de bonne foi. Maître, je voudrais un peu demander, parce que vous parlez en dehors, au-delà des critères financiers, quelles sont les responsabilités légales et la portée réelle de cet engagement financier que prend le conjoint américain? Papa Jules, l'une des conditions d'obtenir la résidence est celle-ci. Puisque vous êtes marié, votre conjoint qui est américain ou votre conjointe qui est américaine demande à ce qu'on vous donne la résidence afin que vous puissiez vivre ensemble aux États-Unis. Alors, le gouvernement américain est tout à fait d'accord, mais il pose certaines conditions. L'une des conditions, vous devez démontrer que vous ne serez pas sous la charge, comme on dit, des taxpayers, c'est-à-dire vous êtes sous la charge publique. C'est-à-dire, vous n'allez pas demander des food stamps, les aides sociales, appelons ça aides sociales. Vous n'allez pas bénéficier des aides sociales qui sont réservées aux Américains et à ceux qui sont déjà résidents. Donc, vous faites la demande de résidence, vous devez démontrer aux autorités américaines, vous serez indépendamment financièrement. Vous serez indépendant. Alors, l'une des façons de démontrer, votre épouse doit remplir ce qu'on appelle une prise en charge affidavit of support, le I-864.
c'est un document, un contrat que votre époux ou épouse va signer avec les autorités américaines. Dans ce contrat, la personne garantit par sa signature que la personne à qui qu'elle est en train de sponsoriser, qui va obtenir la green card, ne sera pas sous la dépendance financière des États-Unis, du gouvernement américain ou des taxpayers. Alors, la personne va signer ce contrat 864, mais comme vous l'aviez dit, il s'avère parfois que votre époux ne gagne pas assez d'argent ou ne travaille pas pour pouvoir donner cette garantie. Parce que pour signer ce contrat, le 864, vous devez prouver que vous avez un revenu. Et un revenu, c'est-à-dire que la meilleure façon de prouver que vous avez un revenu, ce sont vos taxes. Hein. Lorsque vous faites vos taxes, vous déclarez vos revenus. Et il y a un minimum qu'il faut pouvoir, pas très élevé, hein, un minimum qu'il faut pouvoir avoir comme income pour pouvoir sponsoriser votre époux ou votre épouse. Ben, il se fait que vous pouvez ne pas faire assez d'argent pour pouvoir sponsoriser. Vous êtes en deçà des limites que le gouvernement américain a établies. La loi permet à ce que vous puissiez être co-sponsorisé. Si vous ne faites pas assez d'argent, vous pouvez trouver quelqu'un d'autre qui va signer le même contrat. Ah oui, c'est un contrat. La personne va s'engager. Et vous devez le faire absolument. Absolument. Je vais expliquer dans quelles conditions. Mais le joint sponsor, comme on l'appelle, la personne qui va co-sponsoriser, doit signer un contrat avec le gouvernement américain dans lequel il signifie que, voilà, si jamais l'immigrant reçoit de l'aide sociale et bénéficie d'un appui financier du gouvernement américain, le sponsor s'engage à rembourser totalement. Donc c'est vraiment un contrat très important. C'est pour ça que parfois vous pouvez trouver des personnes qui sont un peu reluctants à signer, à s'engager, parce que c'est un contrat que le gouvernement américain, surtout l'administration actuelle, cherche à exécuter absolument lorsque nous avons un cas comme celui-là de mariage. Bon, j'allais clarifier à propos de la personne qui sponsorise son mari ou son épouse. Admettons que cette personne ne travaille pas ou a un revenu très 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 bas. Comme je disais, l'une des façons de prouver que vous avez un revenu, ce sont les taxes. Les taxes doivent être... vous devez absolument faire vos taxes, comme on dit, l'expression faire vos taxes. Vous devez avoir soumis, file vos taxes avec l'ARS. Même si vous avez zéro revenu, zéro income, vous êtes obligé de remplir les 864, quitte à ce que vous ayez un co-sponsor afin que votre mari puisse obtenir sa green card. Mais vous devez, c'est l'une des conditions absolues, vous devez avoir rempli et soumis vos taxes à l'ARS. Oui, je voudrais un peu demander, maître, si il y a quand même quelque chose ou un montant qu'on demande avant de faire la requête pour que son fiancé ou sa fiancée puisse arriver ici aux États-Unis. Et si c'est vrai ou faux, ou ça existe ou ça n'existe pas, vous pouvez nous éclairer à ce point? Parce qu'il y a quelqu'un qui est ici, il est devenu d'abord pour la green card. Est-ce que quelqu'un de la green card peut appeler sa fiancée à partir de l'étranger, ou il doit tout simplement être un Américain pour appeler la fiancée à partir de l'étranger? Bon, pour répondre rapidement à cette dernière question, il faut être américain. Donc, une personne qui a la green card ne peut pas faire une pétition pour un fiancé ou une fiancée. Il n'y a qu'un Américain qui peut le faire. Mais une personne qui a la green card peut faire une pétition pour ses enfants, hein, ou son épouse. Donc, une personne qui a la green card, quitte à ce qui est ce qu'on appelle le visa soit courant. Bon, ça, ce sont des détails que je pourrais expliquer plus tard. Mais une personne a le droit, une personne qui n'a que la green card peut faire venir son épouse ou ses enfants, mais pas sa fiancée.
Donc, la pétition pour une fiancée ou un fiancé n'est possible que lorsqu'on est américain. Alors, pour parler des frais, USCIS a ces frais que vous devez payer pour la green card. Lorsque la personne est sur place ici, vous faites la green card, je crois que c'est $1440. $1440, ce sont les frais que vous devez payer au service d'immigration. Et pour une pétition pour la fiancée, c'est $675. $675. Donc là, il faut être seulement américain avant de faire une pétition pour une fiancée. Absolument, il faut être américain. Alors, maître, quels sont, après, comme on dit, vous disiez qu'il y a investigation. Dans cette investigation-là, la fiancée est restée au pays. On va investiguer sur quoi? Sur moi qui travaille ici ou sur la fiancée qui est restée au pays? Non, je dois préciser, lorsque j'ai parlé tout à l'heure d'investigation, c'était dans le scénario où la personne est ici sur place, le mariage se fait ici. Lorsque vous avez une fiancée ou un fiancé en dehors du pays, il n'y a pas d'investigation parce que les officiers sont ici, ils ne vont pas investiguer au pays. Mais vous devez démontrer, comme j'ai dit tout à l'heure, la condition la plus importante, vous devez démontrer que vous êtes vu physiquement dans les 2 ans. Donc, si vous introduisez, disons que vous introduisez à la date d'aujourd'hui, au mois de juin 2026, donc vous devez démontrer que vous avez rencontré votre fiancé après juin 2024. Donc, c'est à vous de démontrer que vous êtes... Par les photos, oui, mais comme vous aviez dit tout à l'heure, les photos peuvent être truquées, les photos ne suffisent pas. Alors, vous devez démontrer que vous êtes rendu, que vous avez été à l'étranger. Et bon, là, c'est facile à démontrer. Vous démontrez, par exemple, par le cachet de visa dans votre passeport, par vos billets d'avion, par vos billets de séjour à l'hôtel. Et en plus, si vous avez été, par exemple, prenons l'exemple de Kigali, ou bien admettons que vous avez été à Accra, au Ghana. Bon, vous démontrez que vous êtes dans la ville d'Accra, vous êtes à l'extérieur, ça va prouver, en l'occurrence, parce que c'est difficile de truquer les photos d'une ville à l'extérieur. Hein. Alors, vous démontrez que vous êtes dans une ville en compagnie de votre fiancé à ce moment-là. Vous devez démontrer. C'est à vous d'avoir des preuves qui vont convaincre l'officier. Donc, la charge, le poids de convaincre est sur vous. L'officier n'a pas à investiguer. C'est vous qui devez apporter les preuves qui vont convaincre. S'il n'est pas convaincu, il va il va refuser votre demande. Donc, à vous d'apporter le plus grand nombre de preuves. Ben, lorsque vous êtes réellement déplacé, il y a assez de preuves à trouver. Oui, maître. Encore toujours des préoccupations. Je vous en prie. Je viens d'arriver aux États-Unis, je n'ai pas de papiers et ma famille a dit prends une américaine. Ne tarde pas, prends une américaine. On remplit les formulaires I-130 rapidement là. On me donne une américaine qui demande de l'argent. Ma famille cotise, donne $10 000 pour avoir un mariage. C'est ce qui se passe et c'est ce qui se fait. Alors, maintenant là, d'abord j'ai un problème d'anglais. Je ne parle pas bien l'anglais. L'américaine, fluently, parle l'anglais. Mais est-ce que ça peut aussi causer un problème quand on se présentera devant l'officier ou on va tout simplement considérer que les deux aveugles peuvent aussi se marier? Bon, Papa Jules, je voudrais préciser une chose. Vous parlez d'un scénario où je perçois qu'il y a une fraude, parce que vous dites que votre famille vous remet de l'argent, on vous demande pour obtenir le papier d'épouser une américaine. Je ne sais pas commenter, faire des remarques sur un tel scénario, parce que je ne prends pas ce genre de cas. Donc, de prime abord, c'est un cas que je dirais frauduleux que vous me présentez. Je reste bouche bée parce que je ne sais pas commenter, je ne fais pas ça. Donc je refuse de commenter quelque chose qui j'interdis. J'interdis aux gens de faire ça. J'interdis aux gens de donner de l'argent pour obtenir un papier. Mais je conseille aux gens de tomber amoureux. C'est quelque chose que je trouve facile.
Fréquenter les églises. Oui, oui, ça c'est la deuxième phase. Oui. Fréquenter les églises. Oui, ils sont nombreux les célibataires. Tombez amoureux, ce qui est votre droit. Mais ne faites pas, ne remettez pas de l'argent pour les papiers. C'est frauduleux. Vous allez vous faire avoir et c'est la ligne directe pour une déportation. Bon, maître, oui, je comprends ce que vous dites. Alors, je me croise avec une Américaine. Je n'ai pas de papiers, je n'ai pas elle-même, je l'aime, n'est-ce pas? Mais nous ne parlons pas la même langue. Comme je disais tantôt, elle parle fluently l'anglais. Moi, avec les yes, beaucoup de yes et de no, les phrases sont courtes. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'interview, on va investiguer sur base de la communication. Est-ce que je peux gagner le procès ou je peux vraiment décourager ce procès et chercher d'autres voies? Bon, si vous me dites que vous tombez amoureux, prenons le scénario où vous allez à une église église américaine. Je n'ai pas dit les églises, pas précisé qu'il faut absolument que ce soit une église dans votre communauté ou bien de votre communauté d'origine. Ça peut être une église américaine. Et vous tombez amoureux ou amoureuse d'une personne qui est américaine d'origine et qui a un problème de langue. Cet élément est un élément, comme on dit, red flag dans votre dossier. Attendez-vous à une investigation. Mais on ne peut pas interdire deux personnes qui ont difficile à communiquer à cause d'une différence de langue de s'aimer et de se marier. Tant que vous pouvez prouver que c'est un vrai mariage, c'est vrai que vous aurez plus de difficultés et que votre dossier sera investigué plus profondément. Ça, c'est sûr et certain. Parce que on va suspecter un mariage frauduleux. Mais si c'est un vrai mariage, à vous de trouver les preuves comme quoi vous aimez et que vous avez un vrai mariage. Admettons que la dame, si c'est une dame, tombe enceinte. Ça, c'est une grande preuve. Elle a un enfant de vous. Ou elle attend un enfant de vous. Ça, c'est une bonne preuve que c'est un vrai mariage. Même si vous avez difficile à vous communiquer ou bien vous communiquer à travers les applications. Oui, maître, nous continuons. Merci beaucoup pour les précisions que vous donnez. Maintenant, ça c'est en ce qui concerne les preuves tangibles. Mais si aujourd'hui, je suis là et que c'est moi qui loue mon appartement, ce n'est qu'une fiancée, elle reste chez elle, est-ce qu'elle doit vraiment apparaître sur mes documents ou sur mes comptes bancaires? Parce qu'elle est fiancée. Non, les comptes bancaires ou vos documents, c'est lorsque vous êtes marié. Tant que vous êtes fiancé, ce n'est pas obligatoire. Mais tant que vous êtes fiancé, vous êtes tous les deux sur place ici, vous ne savez pas faire une pétition. La pétition de la 130, l'un des premiers documents présentés, c'est l'acte de mariage. Vous devez vous marier. Donc, la pétition, il faut faire la différence entre la pétition de fiançailles et la pétition de mariage. La pétition de fiançailles, c'est lorsque la fiancée se trouve à l'extérieur du pays. Okay. Donc, le fiancé ou la fiancée se trouve à l'extérieur du pays et vous demandez une autorisation au service américain afin que votre fiancé vienne aux États-Unis. Sachez que lorsque vous faites une pétition de fiancé, votre fiancé obtiendra un visa qu'on appelle K1, qui est un non-immigrant, c'est un visa temporaire. Ce n'est pas la green card, hein. C'est seulement un visa qui lui permet d'entrer. Et une fois que la personne se trouve aux États-Unis, la personne doit se marier dans les 90 jours. Une fois que vous êtes marié, c'est à ce moment-là, après le mariage, que la personne va faire la demande de green card. Absolument. Donc, une fiancée, la pétition de fiancée, il faut comprendre, elle se fait pour une personne qui est à l'extérieur du pays. La personne qui est sur place, c'est une pétition de mariage. C'est dans le cadre de mariage. La personne, vous devez vous marier absolument. Donc, la personne qui est ici, preuve de mariage. Ok, maître, nous avons une question encore. Quels sont les points de friction le plus fréquents lors des entretiens consulaires avec l'immigration qui, malgré un dossier solide, peuvent mener à un second examen? Oh, les points qui reviennent souvent, c'est lorsque
les deux personnes ne peuvent pas répondre aux mêmes questions, ne donnent pas les mêmes réponses. Je vous ai dit tout à l'heure que souvent, et actuellement c'est ce qui se passe avec les interviews sous l'administration Trump, vous êtes séparés. On vous met dans deux pièces différentes, on vous pose les mêmes questions. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple on vous pose la question, on pose à l'un des époux, on lui dit, bon, votre époux ou votre conjoint, quelle est la première chose que la personne a faite le matin, aujourd'hui par exemple, le jour de l'interview, lorsque vous vous êtes réveillé ce matin. Si votre époux ou votre épouse répond que voilà, dès qu'il s'est levé, il est allé brosser ses dents. L'autre répond non, lorsque je me suis levé, la première chose que j'ai faite, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère. C'est deux réponses différentes. Hein. Ce sont ces genres d'oublis qu'il faut faire attention. Lorsque vous répondez comme ça, absolument attendez-vous à une deuxième interview. Et ça arrive souvent malheureusement. Et si par exemple, vous ne démontrez pas que vous vivez ensemble, c'est vraiment important que vous démontriez que vous vivez ensemble. Parce qu'ils vont, d'abord on exige que vous puissiez démontrer par un contrat de bail que le contrat de bail est en vos deux noms. Et il faut démontrer aussi que que vous partagez beaucoup de choses en commun. Donc en soi c'est ça. Vous devez démontrer que vous partagez des activités en commun. Vous devez démontrer que vous vous prenez en charge, que ce soit financièrement ou par les assurances. C'est pour ça que les assurances médicales, les assurances d'auto sont importantes. Là, vous devez démontrer que vous vous prenez, financièrement en charge. Vous partagez beaucoup de charges financières. Si par exemple vous êtes marié, que vous faites votre demande une année après, donc il y a eu entre-temps la possibilité de faire vos taxes. Donc vous devez avoir des taxes, comme vous êtes marié, vous devez avoir fait des taxes ensemble. Ça c'est très important. Parce que vous aurez difficile à expliquer à un officier pourquoi alors que vous êtes marié, que vous faites vos taxes séparément. Prenons le cas d'exemple d'un étudiant qui arrive aux États-Unis, qui est sous un visa temporaire d'études, le F1, et qui a l'autorisation de travailler. Bon, cet étudiant travaille, donc il a le droit de travailler, donc cette personne est obligée de faire ses taxes. Si pendant l'année, cet étudiant se marie et partage sa vie avec un Américain, et que cet étudiant fait la demande de green card auparavant, l'époux aura fait sa pétition en faveur de l'étudiant. Mais l'année qui suit, vous êtes obligé d'avoir fait les taxes ensemble parce que vous vous êtes mariés. Donc le conseil que je donne à ceux qui sont mariés et qui travaillent, vous devez absolument. Bien que, si j'insiste ainsi, c'est parce que beaucoup de nos frères, lorsqu'ils sont mariés, pour certaines raisons pécuniaires, font des taxes séparément. C'est une erreur. Tant que vous êtes marié, que vous n'avez pas encore tous les documents, ne le faites pas. Parce que le fait de ne pas faire les taxes ensemble sera supposé ou sera considéré comme une tricherie. Et les services d'immigration n'aiment pas qu'on triche le gouvernement. Parce que bon, là en général, il faut se le dire, les gens font des taxes séparément tout simplement pour avoir des returns un peu plus élevés parce qu'on a joint ou on a file séparément, quoi. Et ça c'est tricher, ce n'est pas bien. Je déconseille de le faire. Tant que vous n'avez pas fait vos papiers, que vous êtes marié, puisque vous êtes marié, vous devez faire vos taxes ensemble. N'introduisez pas des documents à l'immigration alors que vous faites vos taxes. Si vous devez amender vos taxes, allez-y, amendez vos taxes. Parce que ça sera très difficile de convaincre l'officier pas que vous êtes marié, mais que vous êtes honnête. Parce que ça, c'est un point qu'ils ont introduit, qui existait déjà. Mais maintenant, avec les services d'immigration sous Trump, ils mettent un point à vérifier que vous êtes un bon citoyen. Un bon citoyen, c'est un citoyen qui ne triche pas, qui ne ment pas et qui ne fraude pas. Donc, il ne faut pas le faire.
Vous pouvez être très bien marié, vous êtes ensemble avec votre épouse, un vrai mariage, mais vous démontrez que vous avez un, comme ils appellent, un bad moral caractère. Rien que par le fait de ne pas faire vos taxes ensemble, prouve que vous trichez, vous voulez l'État. On ne va pas vous donner la green card. Hein. Ils vont s'asseoir là-dessus, hein. Ils ne vont pas faire avancer votre dossier. Donc ne le faites pas. Oui, maître. Nous, ne le faites pas parce que, vous savez, maître, quand nous on fait ces histoires, c'est juste pour chercher un peu, comme vous le disiez là, à augmenter quelque chose. Et quand on a 4 enfants, le mari clame 2 et la femme clame 2, ça amène quand même quelque chose que nous allons mettre ensemble. Mais comme vous nous conseillez comme ça, nous n'allons pas continuer à le faire. Nous allons vraiment éviter de faire ça. Bon, alors maître, ce sont des dossiers. Ça, c'est un dossier. Nous sommes devant un avocat. Comment aidez-vous les couples à maintenir une cohérence narrative lors des interrogatoires, souvent stressants des autorités? Bon, ce que nous faisons, c'est ce qu'on appelle mock interview. Mock interview, c'est-à-dire que je vais les coacher, je vais leur poser des questions, moi, comme si c'était l'officier d'immigration. Je suis très sérieux lorsque je le fais. Hein. Donc, je vais leur poser les questions, parce que j'ai une liste de questions. Ouais, bon. C'est vrai que l'officier peut venir avec une question que je n'ai pas, mais c'est rare parce que nous avons des centaines de questions, des possibles questions. Nous connaissons comment est-ce que les officiers réfléchissent et nous allons simuler l'interview. C'est ce que nous faisons. Et nous faisons beaucoup de répétitions afin que les époux soient habitués aux questions qu'ils pourront avoir et ils auront déjà les réponses préparées. Nous les préparons aux questions qu'ils vont recevoir de la part de l'officier. Oui, maître. Alors, vous aviez parlé de 2 ans de la résidence conditionnelle. Dans le cas où, dès que j'arrive, je tombe amoureux publiquement et honnêtement, dois-je attendre les 2 ans ou je peux directement initier ma pétition de mariage? Non, papa, je ne crois pas avoir parlé de 2 ans. Hein. Le conseil que j'ai donné à quelqu'un qui arriverait dans le scénario où quelqu'un a un visa touriste, la personne arrive aux États-Unis, c'est de se marier après les 90 jours de son entrée. Ça, c'est la règle de 90 jours. Ça, il faut absolument 90 jours. Mais on peut se marier sans pour autant avoir une résidence. Bien sûr, bien sûr. On peut se marier. Non. Là, je crois que vous faites confusion avec ce qu'on appelle la résidence conditionnelle. Oui. La résidence conditionnelle, c'est plutôt dans le cas où vous vous mariez, on vous donne une green card conditionnelle. Okay. Une green card qui est une résidence conditionnelle. C'est cette condition, résidence conditionnelle. Pourquoi est-ce qu'on vous la donne? On veut s'assurer, avant ça n'existait pas, il y a plusieurs dizaines d'années, vous obteniez automatiquement votre green card de 10 ans. Parce qu'une green card normale a une validité de 10 ans. C'est tous les 10 ans que vous renouvelez votre green card. Mais dans le cas de mariage, on ne vous donne pas directement la green card de 10 ans. On va vous donner une green card de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'assurer que vous êtes dans un vrai mariage. Donc, vous avez une carte de 2 ans. Après les 2 ans, vous avez la possibilité et on vous demande de paraître de nouveau devant les officiers d'immigration, de démontrer que vous êtes toujours ensemble, vous êtes toujours mariés et que ce mariage était de bonne foi. À ce moment-là, vous faites une demande, il y a un formulaire qu'on appelle le I-751 et grâce à ça, vous demandez à ce qu'on puisse lever cette condition de 2 ans. Et une fois qu'elle est approuvée, on vous enverra la carte de 10 ans. Et la condition de 2 ans, c'est tout simplement pour s'assurer que vous êtes toujours dans le mariage. Bon, vous n'avez pas posé la question, mais je vais... Non, j'ai une question. Voilà. Bon, dans les 2 ans là, des conditionnels, résidences conditionnelles,
une femme qui vient de l'Afrique, son souci c'est, oh, le type là, il est âgé. Pendant les 2 ans là, quand elle arrive ici, elle croit qu'elle a déjà la green card. Est-ce que le monsieur, le pétitionnaire, peut caler ça ou révoquer ça au niveau de l'immigration? Et aussi, si après 2 ans, on leur donne la green card de tout ça, normal de 10 ans, celui qui l'avait marié peut aller déclarer à l'immigration pour qu'on puisse retirer ça, ou qu'est-ce qui va se passer? Voilà les 2 cas qu'on se pose très souvent parce que nous sommes victimes des femmes qui viennent de l'Afrique, qui viennent nous escroquer nos nationalités ici pour avoir les green cards. Ok, je vais directement d'abord répondre à la question de après les 2 ans. Oui. Admettons que, puisque vous parlez de femmes, bon, c'est pas gentil d'insister, parce que ça peut être l'homme aussi. Hein, oui, bon, ok, mais nous, moi je suis un homme, oui, je ne peux que parler des femmes. D'accord, d'accord, ok. Non, mais je vais essayer de rester neutre, hein, parce que je ne voudrais pas trop appuyer sur les femmes, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont mauvaises, il y a les hommes qui sont mauvais. Alors, prenons les cas où l'époux ou l'épouse obtient sa green card de 2 ans, conditionnelle. Après les 2 ans, ils sont toujours mariés. Après les 2 ans, la personne fait la demande de remplir le formulaire I-751 pour qu'on puisse lever la condition. Une fois qu'elle est approuvée, tant que vous êtes mariés, vous avez les preuves, vous démontrez par des documents que vous êtes toujours ensemble, on lève facilement la condition, vous obtenez la carte de 10 ans. Papa Jules, sachez qu'une fois que cette personne, femme ou homme, obtient la carte de 10 ans et que le lendemain, la personne demande le divorce, il n'y a plus rien à faire, papa. On n'enlève plus la green card de 10 ans. Même si vous accusez au service d'immigration comme quoi c'était un mariage où la personne vous a manipulé, elle n'avait vraiment pas l'intention, elle a tout simplement cherché à vous rouler et obtenir ses papiers. Une fois que la personne obtient la carte de 2 ans, de 10 ans, la carte de 10 ans, elle est définitive, très difficile. Vous pouvez toujours accuser, mais je connais très peu de cas qui ont été renversés dans le sens où la carte a été retirée. On ne retire plus une carte de 10 ans après, une fois qu'on l'a obtenue. Par contre, la carte de 2 ans, puisqu'il faut toujours rester marié, c'est vrai. Si vous accusez à l'immigration, vous démontrez, vous n'avez pas besoin de beaucoup démontrer. Tellement vous accusez, vous avez les preuves comme quoi la personne est entrée dans le mariage tout simplement pour obtenir, comme ils disent, immigration benefit, c'est-à-dire obtenir la green card, et que la personne vous a roulé, la personne ne vous aimait pas, donc vous a manipulé. Oui, si vous divorcez, on peut enlever on peut retirer la carte. La personne n'aura jamais la carte de green card de 10 ans. Et parce que la carte conditionnelle va expirer dans les 2 ans. Une fois qu'elle expire, c'est fini. La personne redevient sans papier. C'est fini. Mais il y a une chose, papa. Vous pouvez divorcer en décembre. Vous pouvez prétendre. Donc, vous accusez votre conjoint, vous l'accusez de vous avoir manipulé. Mais si cette personne parvient à démontrer que, malgré le divorce qui arrive dans les 2 ans, donc dans les 2 ans avant l'expiration de la carte conditionnelle, si la personne parvient à démontrer que au début du mariage, lorsque vous vous êtes marié, la personne était dans les très bonnes intentions. La personne, effectivement, était entrée dans le mariage avec toutes les bonnes intentions du monde. Cette personne peut obtenir la carte définitive malgré vos revendications, malgré le divorce. Vous comprenez? Là c'est dans quel cas? Dans le cas où vous appelez une femme de l'Afrique ou de Kinshasa, oui. Elle arrive ici, vous la prenez comme si elle était vraiment la gardienne de la maison, elle ne sait pas se défouler, elle ne sait pas aller à une fête, vous la prenez comme en prison. Dans ce cas-là, la femme là, elle a le droit d'aller à l'immigration aussi, dire que, en tout cas, je vis le pénible, je préfère quitter ce mariage. Oui, absolument. Et dans ces cas,
on demande à... la personne peut faire ce qu'on appelle VAWA. VAWA, c'est une procédure qui permet aux femmes, bon, c'est vrai, mais il y a aussi les hommes, il n'y a pas que les femmes, Okay. aux époux battus, qui ont été abused, qui ont connu beaucoup des abus dans le mariage. Parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à rester marié et à être abusé, tabassé, ou bon, tous les abus possibles qui peuvent être physiques ou bien émotionnels ou financiers, tout simplement parce qu'il y a la green card qui est là, on cherche à avoir la green card. Parce qu'on ne veut pas connaître un scénario où, prenons le cas d'une femme qui est battue et qu'on retrouve un jour décédée à la maison, tout simplement parce qu'il y avait cette envie ou cette nécessité d'obtenir la green card. La personne a le droit de faire ce qu'on appelle VAWA, d'entamer la procédure de VAWA, qui lui permettra d'obtenir sa green card. Mais évidemment, la personne doit pouvoir démontrer tous ces abus. Hein. Il ne suffit pas de déclarer verbalement ou oralement les abus qu'on aurait connus, mais il faut pouvoir les prouver. Bon, si réellement il y a eu des abus, il y a des preuves. Hein. Par exemple, des rapports de police, des rapports médicaux. Si vous avez tabassé la dame, par exemple, vous avez tabassé le monsieur est allé à l'hôpital. Il y a tous ces documents d'hôpitaux là qui vont démontrer que la personne a été abusée, a été tabassée physiquement. Et avec toutes ces preuves, le conjoint ou la conjointe peut obtenir sa green card, malgré le fait que le mariage n'a pas duré 2 ans. Il y a un autre scénario où vous arrivez aux 2 ans, puisque je parlais tout à l'heure du formulaire 751. Le formulaire 751 doit être signé aussi par l'époux. Hein. Donc, c'est-à-dire, vous qui faites la demande de green card, vous devez tous les deux signer ce formulaire. Mais nous connaissons des scénarios où parfois, la personne qui est citoyenne américaine fait du chantage à l'autre. Non, puisque c'est moi qui dois signer pour que tu puisses obtenir la green card définitive, je refuse de signer. Et il y a des cas comme ça. Alors, la loi permet à ce que le demandeur ou la personne qui a la green card conditionnelle puisse faire une demande soumettre le formulaire 751 sans la signature de son conjoint ou de son époux américain. Mais il faudra démontrer que on était, comme je dis, l'une des conditions importantes, c'est au commencement, au mariage, lorsque le mariage a été initié, la personne doit pouvoir démontrer que le mariage était de très bonne foi. Que cette personne avait toutes les bonnes intentions du monde pour que le mariage réussisse. Mais nous vivons dans une société où tous les mariages ne réussissent pas. Donc il peut arriver que vous vous mariez, vous avez toutes les bonnes intentions du monde, mais 6 mois après, dans le mariage, bon, vous vous entendez plus. On ne vous oblige pas à rester marié rien que pour la green card. Hein. Vous avez le droit de divorcer, mais vous devez pouvoir démontrer que lorsque vous êtes entré dans le mariage, vous aviez toutes les bonnes intentions du monde pour que le mariage réussisse. Oui, maître, nous allons vers la fin de cette émission. Je voudrais savoir quels sont les antécédents sanitaires, pénaux ou liés à des séjours irréguliers passés qui peuvent rendre une demande de résidence quasi impossible, même en cas de mariage légitime. Vous savez, l'une des conditions pour obtenir la green card, c'est vous ne devez pas avoir un casier judiciaire, par exemple. Bon, lorsqu'on parle de casier judiciaire, je dirais que ça va dans les deux sens. Lorsque vous épousez, par exemple, tout à l'heure, nous avons dit que le mariage était un droit universel, que bon, on ne peut pas vous interdire de vous marier, mais vous devez faire la différence entre le droit du mariage et le droit d'obtenir la green card. La green card n'est pas un droit. Trump insiste. La green card est un bénéfice. Vous demandez un bénéfice d'autorité américaine. Ils ont le droit de refuser. Vous avez le droit de vous marier,
mais on vous refuse la green card parce que c'est un bénéfice que vous demandez. Comme ce n'est pas un droit, les autorités américaines ont le droit d'établir des conditions. Et parmi ces conditions, il y a ce qu'on appelle good moral character. C'est-à-dire que vous devez démontrer que vous êtes un bon citoyen. Mais si, par exemple, vous avez fait la prison, vous avez des félonies dans votre casier judiciaire, on ne va pas vous donner la green card. La loi va très loin même. Vous pouvez avoir obtenu la green card. Mais que, admettons que vous avez la green card, vous vous êtes marié, vous avez la green card, mais vous commettez des crimes. La loi autorise à ce qu'on vous retire cette green card. C'est pour ça que vous avez des cas de personnes qui ont la green card, qui malheureusement ont commis des crimes, des félonies. On leur retire la green card et puis on les déporte. Donc, la meilleure protection, ça c'est un conseil que je donne à mes clients et à tout le monde, allez jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas à la green card. Dès que vous avez votre green card, si vous êtes toujours marié à votre dame, une année après, faites la demande de citoyenneté. La citoyenneté est difficile à être retirée. Mais la green card est très facile. Très facile. Il suffit de commettre, de se faire arrêter sous ivresse. Vous avez ce qu'on a dit DUI ou bien DWI. Vous faites avoir. Hein. On va vous retirer votre green card et puis on va vous renvoyer. Donc, obtenir la green card ou maintenir la green card, vous devez maintenir un bon caractère. Donc, vous ne devez pas voler, vous ne devez pas commettre des crimes. Lorsque vous commettez des crimes, vous avez des problèmes. C'est pour ça que je conseille, même à certaines personnes qui ont parce que nous avons des cas qui arrivent là, des personnes qui ont la green card, mais qui ont commis des crimes. On ne leur a pas retiré la green card. Mais ils se disent que voilà, ils vont à l'étranger. Mais sachez une chose, là, vous avez la green card, vous avez le droit de voyager. Mais chaque fois que vous sortez, que vous vous représentez de nouveau devant l'officier d'immigration à l'aéroport, par exemple, malgré la green card, on peut vous la refuser si vous avez commis un crime. Hein. Parce que la condition d'admission qu'on appelle d'admission est toujours vérifiée à l'entrée. Même si vous avez déjà obtenu une green card, lorsque vous revenez, c'est comme si vous faites une demande de nouveau d'entrée aux États-Unis. Et alors, ils vérifient toujours votre casier judiciaire. Si vous avez, pour ceux qui ont commis des crimes, alors je vous conseille de ne pas voyager, d'attendre jusqu'à ce que vous obteniez votre citoyenneté et vous pouvez voyager à ce moment-là. Oui, maître, parce que nous arrivons à la fin. Est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez un peu rappeler pour une meilleure audition les pièges de la fraude? Quels sont les signaux d'alerte que le système utilise pour identifier automatiquement une tentative de fraude et comment les démanteler en amont? Non, les tentatives de fraude, disons qu'il y a des éléments qui poussent ou qui obligent les officiers à, comme on dit, à ouvrir l'œil dans un dossier. Et tout à l'heure, on a parlé d'écart d'âge, de différentes cultures, le fait que vous ne parlez pas la même langue, vous avez difficile à communiquer. Ce sont des éléments qui vont pousser un officier à absolument investiguer. Hein. Le fait que vous n'avez pas assez de preuves dans votre dossier au départ. Ce sont des éléments, il faut dire non, voilà, nous devons regarder ce dossier, s'assurer qu'il n'y a pas fraude. Ils partent du principe qu'aujourd'hui, que toute demande de green card basée sur le mariage est possiblement frauduleux. À vous de prouver que ce n'est pas frauduleux. Les grands signes, ce sont les écarts d'âge, les différentes cultures, lorsqu'il n'y a pas cohabitation, par exemple, ou bien vous vivez dans deux états différents. Ça arrive souvent, surtout dans les cas de l'un des époux et étudiants. Mais ce sont des cas difficiles. Vous devez en amont éviter cela. C'est pour ça, une fois que vous êtes marié, prenez le temps de rassembler toutes les preuves afin que, excusez-moi, afin que l'officier soit convaincu au départ. C'est à vous de prendre le temps.
Ne faites pas un dossier incomplet. Parce que lorsque vous faites un dossier incomplet, vous pouvez pousser l'officier à investiguer même avant l'interview. Vous serez surpris de recevoir la visite de l'officier à la maison. Pourquoi faire cela? Prenez le temps. Lorsque des clients ou des jeunes mariés ou pas nécessairement jeunes, hein, un couple marié se présente à mon office, je leur remets toujours une liste très longue de preuves possibles. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les éléments de cette liste, mais essayez d'avoir le maximum. Essayez d'avoir le maximum. Parce que les officiers sont entraînés à suspecter la fraude dans tout mariage. Bon, on a parlé d'écart d'âge. Mais c'est vrai, vous pouvez avoir 60 ans, vous tombez amoureux d'une fille de 30 ans, on ne peut pas interdire cela. Mais dès le départ, comme vous dites en amont, comme vous savez que c'est un élément qui peut rendre votre dossier suspect, à vous de complimenter cela. Hein. Trouvez d'autres preuves pour compenser cet élément suspect. Oui, maître, nous arrivons. Bien, on a tellement de questions, mes chers vrai, amis. on ne sait pas tout. Mais ça, c'est la dernière. Okay. Ça, c'est la dernière pour aujourd'hui. Parce qu'il y a toute une série. J'ai plus de 2000 questions ici. Mais je vous en prie, aujourd'hui, je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Alors, comment observez-vous l'évolution des politiques migratoires actuelles aux États-Unis vis-à-vis de mariages internationaux? C'est une très bonne question. Je m'adresse à tous les couples ou à tous nos frères qui sont en processus ou qui veulent obtenir des documents par des mariages vrais. Hein. J'insiste vraiment sur le mariage vrai. Sachez que l'administration actuelle, Trump et ses acolytes sont en guerre contre l'immigration. Même ils ont prouvé qu'ils étaient en guerre contre l'immigration illégale, et toutes les caravanes, toutes les personnes qui entraient aux États-Unis par la frontière. Vous savez que Trump a construit un mur entre le Mexique et les États-Unis pour empêcher les candidats d'asile, les candidats ou les personnes qui veulent, ou les réfugiés, toutes les personnes pour entrer aux États-Unis et faire des demandes d'asile. C'est fini là maintenant. Le mur est en train d'être construit et dans une grande partie, elle est déjà terminée. Donc personne n'entre aux États-Unis. Ils ont obtenu, je ne sais pas si vous avez suivi les informations, la semaine passée, ils ont obtenu une victoire, malheureusement, au niveau de la Cour suprême, comme quoi il est interdit maintenant de faire une demande d'asile, même à la frontière même. Alors que la loi, si vous la lisez bien, elle permet cela. Les conservateurs, les juges qui sont pour Trump ont interprété la loi comme quoi seule une personne qui se trouve à l'intérieur des États-Unis peut faire une demande d'asile. Lorsque vous vous présentez à la frontière, non, lorsque vous n'avez pas encore mis le pied à l'intérieur des États-Unis, vous n'avez pas le droit, lorsque vous rencontrez l'officier à la frontière, vous n'avez pas le droit de faire une demande d'asile. Et les officiers, on leur donne le pouvoir de vous renvoyer. Donc, il n'y aura plus de demande d'asile à la frontière. Ceux qui pourront encore faire introduire des demandes d'asile, c'est ceux qui se retrouvent aujourd'hui à l'intérieur des États-Unis. Donc, c'est pour vous faire comprendre qu'ils se battent, ils veulent casser l'immigration. Leur objectif, c'est de complètement arrêter l'immigration, non seulement illégale, mais l'immigration légale. Qu'est-ce que j'appelle l'immigration légale? L'immigration légale, c'est par exemple, vous êtes ici, vous êtes américain, vous allez à l'étranger et vous rencontrez une dame et vous la fiancez. La loi permet à ce que vous puissiez la faire venir comme votre fiancée. Mais même pour ce genre de cas, Trump et ses acolytes sont contre. Ils veulent arrêter ça. Au mois de mai, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est vraiment important, Papa Jules. Ils ont démontré qu'ils étaient même contre l'immigration par le mariage.
Tout à l'heure, nous avons étayé comment est-ce que vous pouvez vous marier. Vous êtes aux États-Unis, vous n'avez pas de papier, vous vous mariez à un citoyen ou une citoyenne américaine et bon, à travers cette personne, vous obtiendrez la green card. C'était facile auparavant. Vous pouviez vous retrouver sans document ici, mais le fait que vous vous mariez à une personne qui est américaine, vous avez vos papiers sans problème, quel que soit le temps que vous avez passé aux États-Unis sans papier. Mais aujourd'hui, c'est devenu difficile. Il y a un pôle ici qu'ils ont introduit au mois de mai, comme quoi, lorsque vous êtes sans papier et que vous faites la demande de green card alors que vous vous trouvez ici, on va vous poser la question à l'interview. On va vous poser la question, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait votre demande à l'étranger? On va vous demander de rentrer chez vous pour obtenir la green card. Mais si vous rentrez chez vous alors que vous avez été pendant longtemps aux États-Unis sans papier, il y a une interdiction de 3 ans et de 10 ans à votre retour ici. Ils le savent. Alors, un conseil que je donne aux candidats résidents permanents à travers le mariage, ceux qui ont des interviews déjà programmées, allez trouver un avocat pour aller avec vous à ces interviews. Parce que les dernières interviews depuis le mois de mai se passent d'une façon assez compliquée pour les époux. On demande au candidat il doit donner une raison pourquoi est-ce qu'il ne peut pas rentrer dans son pays pour obtenir, faire la demande de green card. Et c'est très difficile. Seul un avocat peut expliciter en utilisant les articles de loi, parce que la loi permet à ce qu'on puisse avoir la green card sur place. Mais Trump le sait, mais lui et ses acolytes sont contre ça, et ils viennent de créer un policy qui est contraire à la loi. Il faut refuser, il faut pouvoir leur répondre que c'est contre la loi. Et qu'est-ce qu'ils demandent maintenant? Ils vous demandent à vous maintenant de démontrer pourquoi est-ce que vous n'allez pas dans votre pays d'origine pour obtenir la green card, et quels sont les points positifs dans votre vie, ou comme ils appellent les facteurs positifs, qui font qui vont pousser l'officier à vous accorder la green card. On donne à l'officier ce qu'on appelle un pouvoir discrétionnaire. On lui demande de peser les points positifs et les points négatifs de votre cas particulier qui vont le pousser ou le guider à prendre une décision favorable. Si vous n'avez pas de points positifs, si vous ne pouvez pas démontrer que vous avez des liens familiaux ici, que vous avez des intérêts communautaires ici, et que vous faites le bien dans votre communauté, et rien que le fait d'être marié à une femme américaine, pour le moment, sur base du policy qui est sorti le 22 mai, non, ils vont vous demander de quitter le pays, malheureusement. Ils vont vous demander de quitter le pays, et maître, parce que alors que vous êtes en train de donner d'autres conseils, qu'est-ce que vous pouvez dire selon vous? Est-il, selon vous, vital de ne pas essayer de bricoler soi-même son dossier d'immigration, surtout quand il s'agit du projet de vie familiale aux États-Unis? Non, pour le moment, je conseille à toutes les personnes. Croyez-moi, ce n'est pas par intérêt personnel, hein, mais je conseille, avec toutes les complications que Trump est en train de créer, tous les chaos qu'il crée dans l'immigration américaine, je conseille d'avoir un avocat à votre côté. Je vous conseille d'avoir un avocat suivre votre dossier. C'est fini, à mon avis, et c'est un avis personnel, et j'estime qu'il est pertinent avec tout ce que nous sommes en train de connaître avec les services d'immigration actuels dirigés par Trump. Je conseille effectivement à toute personne d'associer un avocat à sa procédure d'immigration. Et la meilleure serait avant même d'entamer, ne remplissez pas seul vos applications. Trouvez un avocat. Faites-vous guider par un avocat. Les conseils que je donne. Trouver un avocat qui puisse suivre, qui pourra vous aider, qui comprend mieux
la loi d'immigration parce qu'elle est devenue elle était déjà complexe, elle est devenue encore très complexe et très compliquée par le fait de Trump qui officiellement veut détruire l'immigration aux États-Unis. Merci beaucoup, maître. Le plaisir a été pour nous de vous recevoir encore aujourd'hui et pour cette lumière combien luisante que vous venez de nous donner à propos des dossiers d'immigration sur le mariage. On ne peut que vous remercier encore une fois de plus et dans l'espoir de vous revoir la semaine prochaine pour nous éclairer encore sur les conditions d'immigration. Chers amis de l'aide des enseignants, vous aviez été en direct avec un spécialiste, Motuyami Beku, l'homme d'immigration, l'expérimenté, les spécialistes. Ici aux États-Unis, quand on t'appelle spécialiste, ce n'est pas parce que toi tu amènes les seringues à l'hôpital pour vendre. C'est-à-dire la personne qui maîtrise le dossier. Vous aviez, je crois, chacun de vous s'est retrouvé avec des réponses sur les questions qui le dérangent. Mais si vous avez encore des questions, nos numéros sont en train de passer. Contactez-nous et vous serez en direct avec le maître, l'avocat d'immigration. Il a étudié ici, j'insiste. Il a été diplômé ici. Il parcourt tous les États-Unis ici. Il est reconnu par l'immigration. Il parle, comme je l'ai dit, fluently. C'est-à-dire ce que nous appelons chez nous couramment l'anglais. Peut-être il va parler dans la langue maternelle de chez nous pour expliquer ton dossier. Alors n'hésitez pas, les numéros sont en train de passer. Ne croyez pas que c'est lui qui est en train de vous dire non, attendons que l'administration ici parte, attendons. Non, n'attends pas. Ton moment est arrivé pour contacter l'avocat afin qu'il puisse cheminer avec vous jusqu'à l'obtention de votre green card ou l'obtention de votre dossier de mariage. Nous ne pouvons pas terminer aujourd'hui parce que le dossier est vaste. L'immigration est dans tous les coins. L'immigration a beaucoup de points. Nous vous revenons le samedi prochain si Jésus ne revenait pas. Mais quant à nous, nous vous demandons, avant de quitter, si c'est votre première fois, de nous suivre, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et quand vous vous abonnez, partagez nos émissions pour sauver une personne, des personnes qui ont encore des problèmes d'immigration ici aux États-Unis. Nous vous disons bonsoir et à la semaine prochaine.